facciamo Je ressentais depuis l'âge de 5 ans, en fait, la nécessité d'aller ailleurs, avant tout pour trouver une langue, parce que je trouvais que là où je vivais, il n'y avait pas de langue. Et puis, j'avais besoin d'un milieu culturel, d'un passé culturel. Et ma culture, c'était la culture européenne. Donc ça, je suis parti. L'essentiel pour moi au début, c'était de partir en Europe. Et je ne savais pas très bien où. Au début, je pensais que j'allais m'installer en Grande-Bretagne et apprendre l'anglais. Mais ça ne me correspondait pas, en fait, comme mentalité. Et j'ai passé un an en Allemagne parce que j'avais fait de l'allemand, je parlais un peu allemand quand je suis arrivé, mais ça ne me correspondait pas non plus. Et je me sens beaucoup plus proche des pays latins. Et c'est la langue française, en fait, qui a fait que je me suis installé en France. Déjà à 5 ans, je me suis rendu compte qu'on existe par la langue. Et puis vers l'âge de 11 ans, je me suis rendu compte que ce que parlaient les barbares, ce n'était pas une langue. C'est juste au moment où je commençais à vraiment lire de la littérature. Le premier vrai livre que je lisais des choses pour enfants, mais le premier vrai livre de littérature que j'ai lu, c'était un conte de deux villes, A Tale of Two Cities de Dickens. Et là, j'ai découvert la littérature, je lisais énormément. Et je me suis rendu compte que ce que je lisais en anglais, ce n'était pas ce qu'on parlait autour de moi. Oui, bon, disons qu'après l'année en Allemagne, je ne voulais plus rester en Allemagne, donc il fallait que j'aille quelque part. Et comme le cinéma français et ce que je connaissais de la culture française, ça m'intéressait beaucoup et je voulais apprendre à bien parler français. Donc j'ai décidé de venir en France et de faire au moins un cycle universitaire. Et puis au bout de 6 mois, j'ai compris que je voulais rester parce que j'étais la langue française, je me trouvais tout de suite... j'étais moi-même quand je parlais français. L'italien, par exemple, que j'aime beaucoup, c'est un plaisir de parler italien, j'aime beaucoup la littérature italienne, mais c'est pas la même chose. Le portugais, c'est un peu la même chose. Et quand j'ai appris le catalan, c'était aussi quelque chose qui me touchait. Mais le français, j'avais l'impression, non pas, c'était très platonicien, non pas d'apprendre quelque chose d'inconnu, mais de me rappeler quelque chose que j'avais en moi et que j'avais oublié, comme si j'avais parlé français dans une autre vie. Oui, parce que depuis mon adolescence en Barbarie, même le théâtre était une passion. À la Nouvelle-York, j'allais souvent au théâtre. Et je lisais énormément de pièces et j'écrivais des pièces. Dans un premier temps, je pensais que mon métier artistique, ce serait d'être écrivain dramatique, d'écrire des pièces. Au début, je n'envisageais même pas la mise en scène, mais après, je me suis rendu compte que je voulais pouvoir, que la pièce n'existe que quand elle est jouée, et que je voulais contrôler moi-même la façon dont elle serait jouée. Mais donc je me suis lancé dans le théâtre et toujours avec le but en fait d'écrire des pièces et de les faire jouer. Mais comme j'avais une conception du théâtre qui était à contre-courant de ce qu'on faisait, de ce que je voyais, et qu'en même temps je me suis passionné pour le théâtre baroque, j'ai commencé à beaucoup travailler sur le théâtre baroque parce que je pensais que ce serait un moyen de faire adhérer le public à cette conception de la théâtralité.
parce que en même temps, je m'intéressais beaucoup à la musique. Je ne suis pas musicien, mais la musique a toujours été importante pour moi. Et je suivais l'évolution de la musique baroque, la musique ancienne, ce qu'on appelle la musique ancienne, et que ça a vraiment pris, c'est-à-dire à la fois ça a trouvé un public et ça a trouvé un soutien auprès des institutions officielles en France et dans d'autres pays d'Europe. Et donc ça me semblait évident que ça devrait suivre pour le théâtre, mais ce n'était pas le cas. Pour moi, le théâtre est toujours lié au sacré et le théâtre devrait toujours rester une sorte de rituel. Donc, j'écrivais des pièces poétiques en vers où il devait y avoir du chant et des mouvements chorégraphiques, un peu comme dans le théâtre grec ancien. Mais ce n'était pas des pastiches du théâtre grec, c'était des expressions personnelles. Mais du coup, j'ai découvert, déjà quand je lisais Shakespeare, donc quand j'étais en Barbarie, je me rendais compte que Shakespeare ses pièces n'étaient pas écrites pour être jouées telles qu'ils étaient jouées, que je les voyais jouer. Et encore à l'époque, c'était moins pire que maintenant. Parce qu'il y avait certains acteurs anglais qui avaient un sens du rythme au moins et de la diction. Et puis, donc, quand j'ai découvert le théâtre français du XVIIe siècle, qui est le théâtre baroque français, mais que les Français appellent le théâtre classique, puisqu'ils pensent qu'ils sont différents de tout le reste de l'Europe. Quand je lisais ces pièces, je les trouvais merveilleuses. Et puis quand je suis allé les voir à la Comédie Française, c'était non seulement ça m'ennuyait, mais je ne comprenais même pas. Puisque si on ne suit pas les pièces en vers, si on ne suit pas le rythme des vers et la syntaxe des vers, ça devient incompréhensible. Et du coup, il me semblait que je pouvais faire la même chose pour le théâtre baroque que les musiciens avaient fait pour la musique, essayer de se rapprocher le plus possible de la forme et de l'esprit d'origine. Et puis j'ai découvert, je pensais juste me servir de travaux scientifiques et faire une application artistique, mais j'ai découvert qu'il n'y avait pas de travaux scientifiques qui permettaient une application artistique. Donc j'ai commencé à faire les recherches moi-même. Donc j'étais inscrit en thèse, mais j'ai fait toute la recherche pour la thèse, mais je ne l'ai jamais rédigée puisque ça ne m'intéressait pas. Je n'avais pas envie de faire une carrière à l'université. Mais j'ai passé beaucoup de temps à la Bibliothèque nationale. À l'époque, il n'y avait pas Internet et les choses n'étaient pas numérisées, donc il fallait obtenir les éditions originales du XVIe, XVIIe siècle. Et j'ai trouvé toutes sortes de documents qui donnaient des indications à la fois sur la prononciation et aussi sur les règles de déclamation et de gestuelle dans le théâtre. Oui, en fait, je voulais, depuis mon adolescence, je voulais aussi faire des films. Pendant que je regardais Il Deserto Rosso d'Antonioni, j'avais 16 ans, je me suis dit, je veux faire des films. Mais je ne savais pas comment arriver, en fait, au cinéma. Dans les années 70, j'avais songé à passer le concours à l'époque ça s'appelait l'IDEC, mais c'était l'ancêtre de la FEMIS. Mais je faisais tant de choses, je faisais encore des recherches, je faisais du théâtre déjà, et aussi, en fait, à l'époque, je n'aurais eu aucune chance d'être admis parce que l'IDEC était très, très politisé d'une manière très, très dogmatique. Si on demandait une analyse de film, il fallait que ce soit une analyse marxiste ou trotskiste ou maoïste, et je ne savais pas faire ça. Je n'étais pas complètement hostile à ça, mais c'était pas mon truc. Donc voilà, je n'aurais pas été admis. Et donc j'ai mis de côté ce rêve de cinéma.
Et puis un soir, les choses me viennent toujours comme ça, dans un éclair, ça vient d'ailleurs. Un soir, j'étais en tournée avec un groupe de musiciens, je récitais des textes de Rabelais et eux ils chantaient de la musique de l'époque de Rabelais. Et moi j'étais arrivé dans la ville de Poitiers la veille du jour du concert et les musiciens n'étaient pas là, donc j'étais tout seul. Et je me promenais dans la ville. Et puis, j'avais eu une idée d'essayer de faire un roman à partir en m'inspirant très vaguement d'un texte de jeunesse de Flaubert qu'on appelle « La première éducation sentimentale », qui n'a rien à voir avec le grand roman « L'éducation sentimentale ». Mais donc, j'avais eu ce projet de faire un roman, et puis tout d'un coup, à Poitiers, je me suis dit non, il faut que ce soit un film. Et donc, j'ai commencé à écrire le scénario de Toutes les nuits. Le drame de la France, Madame, Monsieur, le drame de la France, mon cher Henri, c'est que la tradition pédagogique, longtemps le monopole des jésuites, maintenant leur est disputée par les seuls communistes. C'est vrai, monsieur. Le soir où j'ai appris que j'avais été reçu à l'agrégation de grammaire, le soir même, Madame, Monsieur, j'ai fait un vœu qui allait devenir le principe déterminant de toute ma vie. J'ai juré de rendre à la jeunesse républicaine son héritage pédagogique et de laisser à la postérité quelques bons citoyens. Je crois avoir déjà corrigé plus d'une belle copie et j'ose espérer qu'il me reste encore quelque temps pour continuer. J'étais très cinéphile et à l'époque, j'avais vu presque tous les films européens importants puisqu'il y en avait beaucoup moins. Et puisque c'était il y a quand même, bon là c'était déjà dans les années 90, mais voilà, j'avais plus ou moins rattrapé l'histoire du cinéma, au moins en Europe. Et donc aussi, comme je voulais montrer dans ce scénario que je savais exactement ce que je voulais faire, ce qui n'était pas évident puisque je n'avais pas de diplôme d'une école de cinéma, je n'avais jamais fait de court-métrage, je n'avais jamais travaillé sur un tournage. Et donc, je voyais le film dans ma tête, plan par plan, et je décrivais tout dans le scénario. Et j'ai pris l'habitude de faire ça, et depuis, je le fais toujours. Bah, disons que pour moi, c'est vraiment l'expression est complètement opposée. Donc, rien sur le plan de la forme ou de la façon de concevoir le film ou de réaliser le film. En revanche, j'avais une expérience de 20 ans de travail avec des comédiens. Et donc, où je cherchais toujours à établir une complicité avec les comédiens, à les aider, à les rassurer, etc. Je n'aime pas du tout travailler dans la tension, j'ai beaucoup de respect pour eux et donc j'essaie de les aider. Et ce rapport donc, avec les acteurs, je l'ai transposé, je l'ai transposé au cinéma. Et c'est l'acquis principal que je prenais du théâtre pour l'appliquer à la réalisation de films. Dans le théâtre, dans ma conception du théâtre, d'abord tout est faux et que c'est à la fois le public et les acteurs acceptent que c'est faux et c'est à travers cette fausseté qu'on exprime les vérités. Et puis dans le théâtre, tout est extériorisé, même si l'acteur de théâtre utilise une énergie intérieure, mais il est fait passer à travers une sorte de masque d'extériorité. Et tandis que dans le cinéma, moi en tout cas, ce que je recherche, c'est l'intériorité. Donc c'est tout à fait le contraire. Oui, bon, la parole, bien sûr, est au centre de mon existence, en fait. Mais dans le théâtre, la parole a une forme presque indépendante, c'est-à-dire que c'est en incarnant la parole et en donnant la parole au public qu'on crée le spectacle théâtral. Et dans le cinéma, pour moi, la parole, c'est plutôt une source
c'est quelque chose qui débloque l'intériorité des acteurs et qui devient apparent à la fois dans leur voix, mais aussi à l'image. C'est-à-dire que quand on filme un acteur qui dit des paroles, on voit la parole à travers l'acteur. Donc c'est pas la même chose. C'est pas la parole, quand je dis la parole fait image, c'est pas la parole qu'on dit ou qu'on entend, mais c'est le concept même du plan cinématographique fonctionne comme la parole fonctionnait avant le XVIIIe siècle, avant le rationalisme, puisque la parole a une réalité extérieure, c'est-à-dire elle désigne quelque chose, le sens, comme on dit, mais elle a aussi une forme corporelle, puisqu'elle doit être incarnée, et donc elle est mystérieuse finalement. Elle comporte plusieurs possibilités de lecture, de compréhension, et aussi souvent plusieurs sens possibles. Et un plan cinématographique, c'est comme ça, puisqu'on capte un élément de la réalité. Donc c'est ce que la parole désigne au premier degré, mais derrière cette réalité, il y a tout un monde caché qui devient apparent dans le film. Donc pour moi, le plan cinématographique fonctionne exactement comme la parole autrefois, et c'est pour ça que je dis que c'est la parole faite image. Bon, je pense que d'une certaine manière, on dit parfois que la science a désenchanté le monde, puisque le monde n'est plus mystérieux, Et le cinéma peut réenchanter le monde, c'est-à-dire rendre le public conscient du fait que le monde reste encore un mystère et qu'eux-mêmes, ils restent un mystère, y compris à eux-mêmes, et c'est une bonne chose. Et aussi peut-être de donner aux spectateurs une expérience spirituelle à travers le cinéma, puisque l'homme ne peut pas vivre sans spiritualité, et dans le monde actuel, il y a peu de gens qui trouvent la spiritualité encore à travers leur religion. D'abord, en France, par exemple, je pense que c'est maintenant une majorité de gens qui disent qu'ils n'ont pas de religion. Et donc, le cinéma peut leur donner une expérience spirituelle. J'envisage la vie, ma vie personnelle, comme une sorte de quête. Toute la vie, c'est une quête vers une illumination, une sagesse, et donc une forme de sérénité, d'accomplissement. Et presque tous mes personnages, en fait, même les personnages principaux, toujours dans mes films, cherchent quelque chose, souvent au début, sans savoir ce qu'ils cherchent, ou bien qui prennent le mauvais chemin, qui ne prennent pas le vrai chemin de leur destin. Et puis à un certain moment, il y a ce que j'appelle une conversion, et c'est où on peut utiliser le terme d'épiphanie, donc d'apparition, et qu'ils trouvent le chemin, et c'est le moment clé toujours des films. J'ai eu, à 2 ans, je pense, j'ai eu une expérience mystique en dehors de tout contexte religieux. Donc ça, c'est peut-être le plus important, mais je ne pouvais pas le comprendre à l'époque, c'est juste un souvenir. Et puis il y a toute une série de choses comme ça, d'épiphanies. Quand j'avais 19 ans, j'ai vu le journal d'un curé de campagne de Bresson. Je ne savais même pas qui c'était Bresson, et c'était effectivement une illumination, une révélation. Certaines personnes que j'ai rencontrées, ça devient aussi une illumination. Donc je pense qu'il y en a toute une série, puisque bon, je suis assez vieux maintenant. Mais dans un film, donc c'est concentré comme ça, et du coup, puisqu'il y a une structure dramatique, et il y a en général un moment précis où ça bascule.
Alors, à la fois, donc, je n'utilise pas la musique d'une manière traditionnelle puisque je ne mets pas de fond musical pour susciter des émotions ou pour dire au public quelle émotion il est censé ressentir à ce moment-là. Mais la musique, effectivement, joue un rôle. Bon, il y en a toujours au début, sur le générique de début et sur le générique de fin. Et ça fait comme une sorte de prologue et épilogue au film qui donne le ton au film. Et puis, il y a dans certains films, il y a un moment musical qui représente une épiphanie pour les personnages. Par exemple, dans Le Pont des Arts, il y a une première fois où Sarah, la jeune chanteuse, elle chante le Lamento della Ninfa après avoir été humiliée par l'Innommable, et pour elle, c'est son accomplissement artistique, et puis elle enregistre, mais puisque l'Innommable continue à l'écraser, elle finit par se suicider. Et puis Pascal, donc le jeune étudiant qui ne l'a jamais rencontré, bien qu'il se soit trouvé une fois dans le même café en même temps. Et lui aussi, il décide de se suicider et il met comme musique de fond le disque qu'on lui a offert à Noël où il y a la voix de Sarah qui chante le Lamento della Ninfa. Et à cause de cette musique qu'il entend, il bascule, il revient à la vie, il interrompt son suicide. Et ça devient ensuite donc l'objet d'une quête. Il tombe amoureux de cette fille qu'il n'a jamais vue, dont il a seulement entendu la voix et dont il ne sait pas qu'elle est déjà morte. Dans la religieuse portugaise aussi, il y a 2 scènes de fado et chaque fois, la première fois, c'est le premier vrai contact de Julie, l'actrice, avec la ville de Lisbonne. Elle comprend quelque chose. Et puis la deuxième fois, ça provoque une très forte émotion en elle. Et c'est le début de cette soirée où elle va finir par aller voir la religieuse qui prie dans la chapelle. Et ça, ce sera la conversion aussi. Não vou. Dans les dialogues qui sont souvent effectivement des moments clés de l'action, comme dans La religieuse portugaise, il y a un très long dialogue entre l'actrice et la religieuse, et qui est le moment de conversion. Et donc, dans les dialogues, je ne cherche pas à reproduire le langage réel de la vie quotidienne. Je fais des phrases avec des mots simples, en fait, les mots en général sont très simples, mais en respectant absolument la grammaire. Donc, comme il y a souvent des questions et des réponses, et les questions, je fais toujours par l'inversion du sujet et du verbe, et c'est la forme littéraire, c'est la forme correcte en principe en français pour faire une question, mais aujourd'hui, dans la langue parlée, on le fait simplement par l'intonation de la voix. Moi, je fais toujours je respecte cette forme grammaticale ou syntactique. Et puis, je cherche à concentrer un maximum d'émotions fortes, un minimum de paroles. Et en écrivant le dialogue, je pense déjà au découpage, la façon dont ce sera filmé, et je l'indique pour qu'il y ait une montée dans la tension au cours du dialogue, parfois plusieurs montées. Il y a une montée, ensuite il y a de nouveau un plan large ou un plan avec amorce pour désamorcer la tension, et puis ça reprend avec la caméra entre les deux personnages et monter en chant et contre-chant. On doit finir. D'accord. Bon, merci. Pour ça et pour les journées, pour les films. Non, on continue. Oui, on va. Ma voix commence à lâcher, mais je peux...